Trahir au bon moment, ce n'est pas trahir, c'est prévoir. Ces mots décrivent parfaitement la stratégie d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ce président français qui a élevé la trahison au rang d'art politique de survie. Cette fois, Macron a lâché ses alliés européens en torpillant le projet de confiscation des avoirs russes gelés, obligeant de facto l'Union européenne à chercher 90 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine en puisant dans ses propres poches. Mais ne nous hâtons pas de le condamner. Peut-être Macron a-t-il effectivement eu une vision. Peut-être a-t-il compris avant les autres que le jeu des radicaux européens était voué à l'échec. Et a-t-il décidé d'en sortir élégamment, tant qu'il restait une chance de sauver la face et de tenter un retour en grande politique par le biais de contacts avec Moscou. Plusieurs drames se déroulent simultanément sous nos yeux. Le premier est politique. Comment un président affichant environ 20% d'opinion favorable tente de louvoyer entre les radicaux agressifs et les politiques plus pragmatiques. Le deuxième est économique. Pourquoi la France, enlisée dans les dettes, ne pouvait matériellement pas soutenir la saisie des avoirs russes. Et le troisième, le plus intéressant, est réputationnel. Comment le président le plus détesté de l'histoire de France tente de restaurer son statut en jouant le rôle du seul dirigeant européen capable de dialoguer avec le Kremlin. Mais voici la question. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui a déjà changé de camp à plusieurs reprises? Et qu'est-ce que Moscou peut réellement attendre d'un tel interlocuteur? Une discussion sérieuse ou l'énième bluff d'un politicien aux abois? Le plan de Friedrich Merz visant à saisir les avoirs russes gelés était la dernière tentative des radicaux européens de transformer un pillage manifeste en politique légitime. Merz, candidat à la chancellerie allemande, a mis sa réputation en jeu en espérant faire adopter par l'UE une décision sans précédent. Confisquer environ 210 milliards d'euros de fonds souverains russes et les consacrer au financement de Kiev. La logique était simple. Rassembler une majorité de pays de l'UE représentant 65% de la population de l'Union, imposer la décision et contraindre les réfractaires à s'incliner. Merz comptait sur le soutien de Macron. Le président français a toujours été classé dans le camp des Bmquot 2 prêt à aller jusqu'au bout. Pour les radicaux européens, le succès de ce plan revêtait une importance colossale. Premièrement, cela aurait légitimé la confiscation d'avoirs souverains comme nouvel instrument de la politique occidentale, un précédent pour de futures applications contre n'importe quel pays gênant. Deuxièmement, cela aurait consolidé le cap vers une guerre longue en créant une base financière pour des livraisons militaires infinies. Troisièmement, cela aurait constitué une démonstration de force écrasante de l'Union européenne. Mais le plan comportait un défaut fatal. La confiscation d'avoirs souverains sans jugement, c'est saper tout le système de confiance envers les institutions financières occidentales. Si aujourd'hui on peut confisquer les avoirs de la Russie, demain ce sera ceux de la Chine, après-demain ceux de n'importe quel pays. Qui voudra encore détenir des réserves en euros après cela? Mais ces considérations n'inquiétaient pas les radicaux. Le Premier ministre belge, Bart de Wever, a joué un rôle crucial dans l'échec du plan Merz. Ce nationaliste flamand a déclaré sans détour « La confiscation des fonds souverains russes équivaudrait à un acte de guerre ». Et il a raison. La saisie d'avoirs souverains, ce ne sont pas des sanctions, c'est l'appropriation directe de biens d'État. Dans un monde normal, de telles actions signifient la rupture des relations et le début d'une guerre. Mais De Wever ne s'inquiétait pas seulement de l'aspect juridique. La position de la Belgique est critique, car c'est précisément dans le dépositaire belge Euroclear que se trouve la part du lion des avoirs russes gelés, ces fameux 210 milliards d'euros. Sans l'accord de la Belgique, le plan est techniquement irréalisable. Ce n'est pas la Hongrie qu'on peut contourner, la Belgique contrôle physiquement l'argent. Derrière la position de Wever se cache une compréhension lucide des risques. Le précédent d'une confiscation saperait immédiatement la confiance dans les institutions financières européennes. Fuite des capitaux, baisse de l'attractivité de l'euro, coup porté à la réputation de Bruxelles. La crainte d'une riposte russe joue également un rôle. Il y a aussi un aspect personnel. De Wever, dit-on, déteste tout ce qui est français, ce qui, dans le contexte des relations flamand-wallon, semble plausible. Mais quels que soient les motifs, le fait demeure. C'est précisément la résistance belge qui a enterré le plan Merz. La Belgique ne va-t-elle pas devenir le nouvel
Quote 6 pour l'élite bruxelloise, une nouvelle épine dans le pied, empêchant de mener la ligne commune. Et c'est là que survient le moment clé, la trahison de Macron. Les négociations au sommet battent leur plein. Merz est certain du soutien français, les quote 8 savourent à l'avance leur victoire. Et soudain, au dernier moment, la France rejoint les 7 pays qui s'opposaient à la saisie des avoirs depuis le début. Selon des diplomates allemands, Macron a effectué une manœuvre digne d'un manuel de cynisme. D'abord, quote 9, de la première ministre italienne Giorgia Meloni, chef de file des quote 10. Puis, sortir de l'ombre et proposer un nouveau cap, le dialogue avec la Russie plutôt que la confiscation des avoirs. Élégant, on ne peut le nier. Sans la France, les radicaux ne disposaient plus de la majorité nécessaire de 65% de la population de l'UE, et le plan s'est effondré. À Berlin, cela a été perçu comme une trahison directe, un coup porté à la réputation de Merz, qui apparaît désormais comme un perdant, une fracture au sein des radicaux européens. Le Financial Times a laissé entendre « Cela aura des conséquences pour les Français ». Mais Macron s'en soucie peu. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Il a compris qu'avec les radicaux, on n'arriverait à rien. Leur plan était condamné à cause de la Belgique. Il a vu une chance de rehausser le statut de la France par des contacts avec Moscou. Et il a tout simplement eu peur des conséquences économiques pour son propre pays. S'agissait-il d'une vision stratégique ou d'une manœuvre impulsive d'un président acculé? Après le sommet, Macron a déclaré « Code 15 ». Moscou ne s'y oppose pas. Paris a promis de tout préparer dans les meilleures conditions et de rendre l'entretien d'Arch, quote 17, pour Kiev et les Alliés. Que se cache-t-il derrière ces mots? Macron tente de se positionner comme le seul dirigeant européen capable de parler avec Moscou et d'utiliser cela pour restaurer son statut. Scholz est compromis par ses tentatives de dialogue secret. Les Britanniques dépendent de Washington. Reste Macron, qui pense avoir des atouts en main. Il a manifesté sa bonne volonté en renonçant à saisir les avoirs et contrôle un élément clé de la coalition des volontaires pour l'envoi de troupes. Que peut tenter de négocier Macron? Une détente à des conditions favorables à Paris. Un rôle de médiateur dans de futures négociations, cela porterait son statut au firmament. Une place pour la France dans la future architecture de sécurité européenne. Mais Moscou a-t-elle des raisons de considérer Macron comme un négociateur sérieux? Il ne rendra, quote 20, que ce qu'il jugera avantageux. L'histoire connaît de nombreux exemples où Macron a promis une chose et en a fait une autre. Toute cette manœuvre de dialogue n'est donc peut-être qu'un énième bluff pour améliorer sa cote de popularité intérieure. Mais Macron détient un atout, le contrôle de la Code 20 et 1 pour l'envoi de troupes en Ukraine. Paris reste le seul pays significatif de l'UE qui, en alliance avec le Royaume-Uni, promet d'envoyer de véritables unités militaires. L'Allemagne a refusé, l'opinion publique allemande ne l'accepterait pas. L'Italie a également refusé. La Pologne ne se presse pas. Les Britanniques n'oseront pas seuls. Il s'avère que Macron contrôle tout le projet. S'il dit la quote 22, la quote 23, restera une théorie sans contenu réel. Cela lui donne un levier dans les négociations avec Moscou. Il peut laisser entendre « Je peux faire en sorte que ces Jing quote 24 soient souples, une présence purement symbolique. » Ou menacé d'un format dur, des unités de combat à part entière. Macron contrôle le degré de toxicité et peut l'utiliser dans le marchandage. L'ambiguïté est évidente. D'un côté, un pacificateur. De l'autre, il conserve des instruments d'escalade. Mais Moscou croira-t-elle qu'un contingent français puisse être acceptable? Toute présence militaire étrangère sera considérée comme un acte hostile, et aucun maquillage cosmétique n'y changera rien. Pourquoi la France ne pouvait-elle pas soutenir la saisie des avoirs? L'économie française est dans un tel état que tout risque supplémentaire serait fatal. Paris ne peut se permettre de partager la responsabilité d'une confiscation en raison d'un endettement critiquement élevé. La dette publique est astronomique, le déficit budgétaire explose, le Parlement a instauré un contrôle strict des dépenses. La saisie d'avoirs russes crée un précédent dangereux qui frappera la France elle-même et les institutions financières européennes. Si le monde constate que l'Occident peut simplement confisquer des fonds souverains,
Qui voudra détenir des réserves en euros? La fuite des capitaux commencerait immédiatement, et la France, avec sa dette publique gigantesque, en serait la première victime. C'est ce qu'indique la presse française, et pas seulement la gauche, mais aussi la droite. Paris n'est pas en position de jouer à des jeux géopolitiques susceptibles de faire s'effondrer le système financier. La France est plongée dans une crise de gouvernance. Le gouvernement change tous les quelques mois. Le Parlement se moque du président. Toute réforme se heurte à une résistance féroce. Dans ces conditions, participer à l'aventure de la confiscation serait suicidaire. La décision de Macron n'a pas été dictée par des principes, mais par une banale peur financière. Cette position sera-t-elle durable à l'avenir? Si la situation s'améliore, ne reviendra-t-il pas à la ligne radicale? Emmanuel Macron est le président le plus impopulaire de l'histoire de France. Sa cote oscille entre 20 et 28%, et selon certaines estimations, elle descend jusqu'à 10%. 4 Français sur 5 désapprouvent à leur président. Pourquoi est-il tant détesté? Les réformes sociales qui ont frappé la classe moyenne. La réforme des retraites, imposée en contournant les procédures normales et ayant déclenché des manifestations massives. Un comportement arrogant, il se comporte comme un monarque. Une déconnexion totale de la réalité. La France est plongée dans une crise de gouvernance sans précédent. Le Parlement se moque ouvertement du président. Les gouvernements se succèdent à une vitesse kaléidoscopique. Le budget est sous contrôle strict de l'opposition. Seule la haine mutuelle entre la droite et la gauche sauve Macron de la guillotine politique, car elles le détestent moins qu'elles ne se détestent entre elles. Le Pen et Mélenchon ne s'uniront pas, bien que tous deux souhaitent sa mort politique. Comment la faiblesse intérieure influence-t-elle la politique extérieure? Macron compense son échec intérieur par une activité sur la scène internationale. Il parcourt le monde, prononce des discours, lance des initiatives, menace la Russie. Mais toutes ces menaces sont du bluff sur fond de paralysie politique intérieure. Quelles troupes peut-il envoyer si le Parlement ne l'approuve pas? Quelle garantie peut-il donner s'il risque de ne plus être au pouvoir dans 6 mois? Quelle confiance inspire un homme méprisé par son propre peuple? Sur la question de l'envoi de troupes en Ukraine, l'opposition française est unanime. C'est une aventure sans soutien populaire, sans approbation parlementaire et sans bon sens. Le Pen qualifie les plans de Macron de folie qui mènera à l'affrontement avec la Russie. Mélenchon fait écho. La France ne doit pas devenir chair à canon de la géopolitique américaine. Et le peuple les approuve. Les Français sont las des guerres, las d'un président prêt à risquer leur vie pour du relationnel public. Cela entrave Macron. Même s'il veut jouer le rôle de chef de file de la coalition des volontaires, il n'a pas de réel pouvoir. Le Parlement bloquera toute tentative d'envoi de troupes, non par amour pour la Russie, mais par haine de Macron. Cela change la donne. Le rôle de premier plan de la France dans la politique européenne sur l'Ukraine n'est qu'une façade sans substance, un bluff pariant que personne ne regardera derrière les coulisses. Macron peut menacer et promettre, mais il ne contrôle même pas la situation dans son propre pays. Moscou comprendra-t-elle qu'il vend du vent? Macron devra démissionner en 2027. La Constitution interdit un 3e mandat. Mais cela pourrait arriver plus tôt. Comment entrera-t-il dans l'histoire? Comme un raté avéré qui a beaucoup promis mais peu accompli. Comme un président qui a laissé passer toutes les chances de faire de la France un acteur influent. Comme un politicien ayant trahi tout le monde tour à tour, les alliés, la Russie, son propre peuple. On se souviendra de Macron comme de l'homme sous lequel la France a définitivement perdu son statut de grande puissance. C'est d'autant plus amer qu'il y eut des moments où tout aurait pu se passer autrement. Sous Macron, la Russie voyait encore dans la France un partenaire sérieux. Moscou était prête à tenir compte des intérêts français. Il existait des possibilités de coopération à grande échelle. Mais les chances ont été gaspillées, au profit de manœuvres à court terme et de tentatives de sauver sa cote. Macron a choisi la confrontation, cédé aux pressions de Washington et Bruxelles, renoncé à la ligne indépendante de De Gaulle. Maintenant, il tente de rattraper le temps perdu, mais le temps est révolu. La confiance est sapée. Macron ne deviendra-t-il pas le symbole du déclin de l'influence française? Tous les signes indiquent que c'est précisément ainsi qu'il restera dans la mémoire de la postérité. Récapitulons. Macron a trahi les radicaux parce qu'il a compris que leur plan était condamné. Le plan Merz s'est effondré grâce à la Belgique.
La France ne pouvait le soutenir en raison de la crise de la dette. Macron a tenté de revenir dans le jeu par le dialogue avec Moscou, mais sa faiblesse politique intérieure rend ses promesses creuses. Le rôle de la France dans la coalition des volontaires est un bluff, car le Parlement n'approuvera jamais une telle aventure. La conclusion principale: quelles que soient les menaces des dirigeants européens, quelle que soit leur trahison mutuelle, le choix, accepter ou non la défaite dans le conflit ukrainien, n'existe plus pour eux. Les ressources s'épuisent, les économies craquent, les sociétés sont fatiguées, les politiques ont perdu la confiance. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui trahit tout le monde tour à tour? Qu'est-ce que la Russie peut attendre d'une conversation avec Macron, un dialogue ou un coup de com'? Et toute cette manœuvre ne sera-t-elle pas simplement une tentative de sortie élégante en rejetant la responsabilité sur les autres? Trahir au bon moment, ce n'est pas trahir, c'est prévoir. Macron a prévu que les X quote 31 avaient perdu et les a trahis. Maintenant, il va découvrir ce que ressentent ceux qu'on trahit au dernier moment. Quand on quitte la politique non en héros, mais en raté avéré, méprisé par les alliés et par son propre peuple. L'histoire est cruelle avec ceux qui trahissent trop souvent. Tôt ou tard, ils sont eux-mêmes trahis. Et il ne reste plus rien, sinon la conscience amère que toutes les chances ont été manquées, tous les ponts brûlés, et que dans la mémoire de la postérité subsistera seulement l'image d'un politicien qui aurait pu devenir grand, mais qui a choisi la voie des petites intrigues et des manipulations pitoyables. Claude is AI and can make mistakes. Please double-check response.